Bourse, le pivot de la Fed, c'est cette semaine. Semaine S pour la Réserve fédérale des États-Unis. Doit-on craindre cet événement? Cela sera-t-il un événement favorable pour le marché action et le marché obligataire? Doit-on craindre ou pas un jumbo Fed cut? Chers amis, point complet sur cet événement monétaire le plus attendu des 2 dernières années. Je suis ravi de retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Alors ça y est, on y est. Ça y est, la Fed va pivoter cette semaine, enfin, dernière des banques centrales occidentales à le faire, engageant ces prochains mois donc un cycle baissier de ses taux d'intérêt. Est-ce que cela sera favorable au marché action ou au marché obligataire? J'ai déjà traité le sujet dans le Top Gun il y a 2 semaines en vous proposant un tableau synthétique des cas possibles du pivot. Cette semaine, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre dans les éléments que la Fed va mettre à jour ce mercredi. La raison du pivot, l'amplitude de la baisse des taux, le rythme à venir de la baisse des taux d'intérêt. Énormément de facteurs vont influencer l'impact sur le marché action et le marché obligataire. Et déjà, la première chose à savoir, va-t-on avoir un jumbo Fed cut ou pas? Je vais revenir aussi sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Oui, la désinflation se poursuit aux États-Unis. Oui, le chiffre était bon la semaine dernière. Il a été interprété négativement par la Doxa. Et vous allez voir, les perspectives sont toujours bonnes en matière de désinflation. Et finalement, c'est une bonne nouvelle que la Fed ne pivote pas trop agressivement cette semaine, car il est peu probable cette semaine que nous ayons un jumbo Fed cut. Qu'est-ce que c'est qu'un jumbo Fed cut? Nous en aurons peut-être d'ici la fin de l'année. Le jumbo Fed cut, c'est une politique monétaire qui devient accommodante de manière assez brutale. Ce serait des coupes de taux supérieures à 25 points de base, 0,25 points de pourcentage, de manière peut-être un peu urgente. Bon, le marché ne veut pas d'urgence, le marché n'aime pas l'urgence. Il aime le calme, la tranquillité, la visibilité. Donc une Fed qui pivote, mais pas comme elle fit à l'époque en sens inverse, en 2022, en mode on n'a plus le contrôle de l'inflation, on monte les taux par palier de 25 points de base. Non, voilà, on veut une baisse de taux calme, sereine, tranquille, pour pouvoir apporter du soutien au marché action et au marché obligataire. Donc là, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre mercredi. C'est pas simplement la baisse de taux, le communiqué de presse, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le communiqué de presse? L'amplitude de la baisse de taux, la mise à jour des perspectives macroéconomiques de la Fed. Je vais bien sûr aussi vous parler de la fin, ou en tout cas presque la fin de l'inversion de la courbe des taux. Doit-on craindre la fin de l'inversion de la courbe des taux? Effectivement, historiquement, la fin de l'inversion de la courbe des taux pouvait se traduire par une récession, mais là, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, nous en revenons à la raison de la fin de l'inversion de la courbe des taux. Elle n'est pas encore totalement désinversée. Bon, le point technique marché-action, le point technique marché obligataire, parce que je trouve que ça fait classe, le jumbo. Pour jumbo, ça veut dire massif, ça veut dire, voilà, on modifie la politique monétaire, alors rate, Fed cut, voilà, de manière ample, rapide, un peu urgente, c'est pas bon ça. Peut-être que d'ici la fin de l'année, nous l'aurons. Mais là, nous voulons, le marché, la haute finance souhaite avoir de la tranquillité d'esprit pour cette semaine du 18 septembre, à un moment où l'on a pu croire encore, il y a quelques jours, que la Fed pivoterait peut-être parce que le marché du travail se dégraderait massivement. Bon, finalement, on voit que globalement le taux de chômage reste assez bas, je vais reprendre ça avec vous. La désinflation, oui, la cible de la Fed est en vue. Oui, la semaine dernière, le taux d'inflation nominale est tombé à 2,5. Je vais un peu vite. Le programme s'affiche donc sous vos yeux. La Réserve fédérale des États-Unis va donc pivoter ce mercredi 18 septembre. Enfin, un pivot qui intervient après les autres banques centrales occidentales et qui soulève de nombreuses interrogations. N'oubliez jamais ici de faire la liaison avec le Z. Événement monétaire le plus attendu comme nouvelle favorable depuis de nombreux mois, le pivot. Et voilà que cet événement est craint, comme peut-être étant la sanction d'une possible récession économique. En fait, tout est là. Oui, alors première partie, le pivot de la Fed est un événement à la fois favorable et redouté. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre ce mercredi pour déterminer, déchiffrer ce que va nous livrer la Fed et savoir si cet événement doit être interprété comme favorable ou comme un oiseau de mauvais augure. Alors, comme d'habitude, la raison du pivot de la Fed est le facteur fondamental dominant pour actions et obligations, surtout pour les actions, je dirais, parce que les obligations sont plus ou moins gagnantes dans tous les cas. Pour le marché action, c'est plus compliqué. La fin de l'inversion de la courbe des taux, ou proche de se désinverser, afin de revenir finalement à une quantification normale, avec des taux longs supérieurs à des taux courts. Historiquement, c'était le signal d'une récession et derrière un marché action qui dropait. Sauf que là, elle n'est pas encore tout à fait désinversée et vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Mais il faut en tenir compte.
Indice boursier S&P 500, obligation analyse technique. Vous avez le plan habituel. Pivot de la Fed, un événement à la fois favorable et redouté. Après la plupart des autres banques centrales occidentales, la Réserve fédérale des États-Unis devrait donc enfin pivoter ce mercredi 18 septembre. Cet événement monétaire est attendu depuis de nombreux mois, car le taux d'inflation US tend vers la cible de la Fed et que le marché du travail US se dégrade légèrement. Alors, c'est un événement très attendu, parce que souvenez-vous, la hausse des taux d'intérêt du marché avait été la source du marché baissier de l'année 2022 pour le marché action et pour le marché obligataire. Vous avez mis ici un graphique qui superpose en bougie japonaise le S&P 500, en vert le taux d'intérêt des fonds fédéraux, donc le taux d'intérêt de la Fed. Le taux d'intérêt des fonds fédéraux, c'est pour faire intelligent. En bleu, le taux obligataire américain à 2 ans, en rouge, le taux obligataire américain à 10 ans. Et nous savons effectivement que globalement, les phases bullish du marché action, en général, sont en parallèle d'une baisse des taux d'intérêt du marché et de la Fed. Par exemple, la phase d'appréciation ici du Covid, c'était tout ce beau monde à zéro. Alors nous savons aussi que les taux d'intérêt du marché anticipent les taux de la Fed. Donc effectivement, là, les taux d'intérêt du marché ont commencé la baisse. On sait que les taux de la Fed vont maintenant baisser par palier. Nous savons que le bear market de 2022, où il y avait eu cette superbe épaule tête-épaule, avait été du fait de l'envolée verticale des taux, et que la reprise du marché action ces derniers mois est due non pas à la baisse des taux, mais aux taux qui ne montaient plus. Maintenant, les taux vont chuter. C'est ce qu'attendait le marché depuis longtemps. Et voilà que des craintes arrivent, les taux vont chuter, le marché action va dropper, parce que si les taux chutent, c'est la fin de la version de la courbe des taux, c'est la récession. Non, les amis, c'est un cas de figure possible. Je l'ai listé dans mon tableau il y a une semaine, je vais reprendre ça avec vous. Mais ce n'est pas mécanique. Donc, nous en sommes là, et nous attendons donc cette semaine que cette petite courbe verte ici commence à engager donc une trajectoire baissière venant s'aligner sur les taux d'intérêt du marché qui, eux, ont toujours de l'avance car ils sont dans l'anticipation du cycle monétaire, du cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, de manière donc assez inattendue, la perspective d'un cycle baissier du taux d'intérêt des fonds fédéraux n'est plus automatiquement vue comme une bonne nouvelle pour le marché action. En tout cas, du côté des permabères, c'est l'espoir qu'ils ont. C'est-à-dire que ce pivot de la Fed vienne sanctionner une récession et donc vienne appuyer à la baisse sur le marché action. Dans tous les cas, si vous n'aimez pas shorter le marché, car ils auront peut-être raison, n'oubliez pas que si vous restez plutôt du côté des long only, vous pouvez acheter des obligations qui, elles, ont un potentiel de hausse de 20 à 30% à horizon 1 an. Alors, le pivot de la Fed est jugé trop tardif, eu égard à la dégradation estivale du marché du travail américain, et avec une désinflation qui était quand même bien engagée. Alors, il est vrai, c'est une réalité, il est vrai que le taux de chômage aux États-Unis s'est retourné à la hausse, et notamment cet été, avec désormais donc 7 100 000 chômeurs aux États-Unis, en légère baisse par rapport au précédent rapport NFP. Cela rappelle les précédents retournements haussiers, les phases grisées étant ici les phases de récession. Bon, c'est le cas depuis maintenant plus de 40 ans. La chose, c'est que le marché, ici, le taux de chômage peut très bien se mettre à dériver à plat. C'est pas parce que systématiquement, plusieurs fois dans le passé, on s'est retourné à la hausse en faisant comme ça, que le taux de chômage fera la même chose. Mais c'était effectivement une crainte. Alors, jugé un peu tardif, parce que la désinflation est quand même bien engagée. Alors, même si les taux d'inflation sont mis à plat, alors oui et non. Si vous voulez, si vous prenez le taux d'inflation nominal US selon le CPI mis à jour la semaine dernière, il est tombé à 2,5. Il est quand même au plus bas depuis début 2021. Il est quasiment revenu au monde d'avant. Alors oui, effectivement, l'inflation sous-jacente ne baisse pas. Elle est restée stable à 3,2. Mais elle ne baisse pas parce que c'est la faute de ça. L'inflation immobilière shelter qui est rebondie à 5,2. L'inflation immobilière, avec son rebond à 5,2, c'est 70% du fait que l'inflation sous-jacente n'est pas baissée, sauf que cette inflation immobilière à 5,2, c'est du vent, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est de la méthodologie, c'est un indice d'inflation complètement... En fait, la façon dont la composante immobilière est calculée, elle a 6 à 8 mois de retard sur les données temps réel. Or, nous savons, à travers plusieurs indicateurs temps réel, et notamment les nouveaux contrats de location, en plus ce sont des chiffres du bureau du ministère du Travail américain, nous savons que l'inflation immobilière, l'inflation des loyers immobiliers est revenue à 0, ce sont les données temps réel. Nous le voyons à travers le US Newton Rent Index, elle est revenue à 0, et c'est un chiffre du ministère du Travail aux États-Unis. Nous voyons aussi l'inflation immobilière, housing, shelter, tout ça c'est pareil, qui est revenu aussi donc à 0 ici, 0,44 selon Trueflation. Donc nous savons que tôt ou tard,
la composante immobilier du CPI et du PCE qui est ici va dropper. Donc effectivement, la semaine dernière, ça a surpris tout le monde, ce petit pump ici, ce petit rebond de l'inflation immobilière, mais ça va baisser. Ces prochains mois, ça va baisser. Et la contribution de l'immobilier au CPI, elle dépasse 30%. Donc, j'ai aucune inquiétude sur le fait que nous aurons la reprise de la baisse de l'inflation sous-jacente. Et puis, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. L'inflation des nouveaux véhicules qui s'enfoncent en territoire négatif, l'inflation des appareils qui est à zéro. Donc tout ça montre que, d'ailleurs, Trueflation ne ment pas. Trueflation est quasiment à 1%, et ce n'est plus qu'une question de temps, mois après mois. Parfois, il peut y avoir un décalage de 6-8 mois pour que toutes ces données temps réel viennent appuyer à la baisse sur l'inflation sous-jacente. L'inflation nominale, il n'y en a plus. L'inflation nominale, vous allez voir que dès novembre, All Items, elle est à la cible de la Fed. Voilà donc ce qui va compter ce mercredi 18 septembre pour décider de l'impact sur les actions et les obligations US et par contagion sur les titres européens. Tout d'abord, l'amplitude de cette première baisse de taux. 25 points de base versus 50 points de base. Une baisse de 50 BPS, point de base, 0,50%. Ou un jumbo Fed cut. Je mets jumbo Fed cuts si par exemple, d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir plusieurs séries consécutives de jumbo Fed cuts. Par exemple, et j'arrête de dire par exemple, pour ce mercredi 18 septembre, à 87%, le marché envisage une seule baisse de taux. Ça serait la même chose le 7 novembre. Mais, pour le 18 décembre, nous aurions à 47% de probabilité un jumbo Fed cut, c'est-à-dire d'un coup, 50 points de base de baisse de taux. Et ce sera la même chose en janvier. Bon, ça on verra. En tout cas, pour ce mercredi, 18 septembre, je vous le répète, ça serait une mauvaise chose d'avoir 50 points de base de baisse de taux. On ne veut pas de jumbo cette semaine. On veut une baisse de taux sous contrôle, rationnelle, prise sans émotion, sans effet d'urgence, et pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation, la reprise du contrôle du taux de croissance des prix, et non pas un stress vis-à-vis de la dégradation du marché du travail. Ou en tout cas, ne pas le laisser transparaître trop. La Réserve fédérale des États-Unis dévoile donc ce mercredi 18 septembre une décision de politique monétaire. Vous êtes sur le site de la Fed, vous êtes ici, vous avez l'URL ici, mais c'est pas compliqué. Hein. Vous tapez Federal Reserve Press Release, ou vous tapez ça, et vous aurez cette page. Cette page, ce mercredi, à 20h et 1 nanoseconde, vous ferez F5 sur votre clavier, cette ligne va se garnir. Elle va se garnir, non pas de cheveux comme moi j'aimerais sur mon crâne, mais elle va se garnir de tous ces éléments, où vous aurez donc plusieurs choses. Vous aurez tout d'abord un communiqué de presse et la mise à jour des projections macroéconomiques. Tout va se trouver ici et ici, ici et ici. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Tout d'abord, la raison du pivot de la Fed sera le facteur décisif. Jérôme Powell devrait le préciser dans le communiqué de presse, qu'on appelle le statement, et lors de sa conférence de presse. Car à 20h30, heure de France métropolitaine, heure de Suisse francophone, il précisera sa pensée dans la conférence de presse. Alors, prenez le dernier compte-rendu de la Fed, le dernier FOMC statement. La Fed commençait comme ça, en disant que le marché du travail restait solide, job gains have remained strong, et que le taux de chômage est resté bas. Il y a donc à peine un mois et demi, la Fed avait archi confiance dans un marché du travail bas. Sauf qu'entre-temps, il y a eu cette petite hausse de 6 millions à 7 millions de chômeurs, de 500 000 nouveaux chômeurs. La question est de savoir, dans le communiqué qui va être publié ce mercredi, tout de suite, première chose que vous regardez, que nous allons regarder, le premier paragraphe. Est-ce que la Fed va nous dire que le taux de chômage est encore bas ? Le sujet finalement est là. Quelle lecture la Fed a de cette dégradation estivale légère du marché du travail ?
C'est pourquoi je pense qu'effectivement, la Fed ne passera pas cette semaine un jumbo Fed cut. Si elle nous met 50 points de base dans la figure de baisse, il n'y aura pas une bonne interprétation. Vous avez sous les yeux ce qui sera le plus important. Vous avez sous les yeux ce qui sera le plus important à suivre ce mercredi. La mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Et je zoome. Cette semaine, la Fed va mettre à jour ses anticipations de taux de croissance du PIB américain réel, ses anticipations pour le taux de chômage aux États-Unis, ses anticipations pour l'inflation PCE nominale et l'inflation PCE sous-jacente. Actuellement, le PCE nominal est à 2,5 et le PCE sous-jacent est à 2,6. La Fed visait 2,8 cette année. On est déjà sous la cible de la Fed. Nous allons voir, le marché a besoin de voir ces métriques ici baisser. Nous avons besoin de voir que la Fed a confiance peut-être à un retour à 2 dès l'année prochaine. En tout cas, pour justifier le pivot de la Fed et pour avoir un impact haussier sur les actions et les obligations, il faudra l'abaissement des anticipations d'inflation. Mais surtout, le stress du marché s'étant déplacé de la désinflation au marché du travail aux États-Unis, tout est là. La Fed, il y a 2 mois, nous disait que le taux de chômage américain ne dépasserait pas 4% de la population active cette année. Or, il a atteint 4,3 avant de rebaisser à 4,2 en août. Ça se joue ici, mes chers amis. Ici. Si la Fed confirme que pour 2025 et 2026, le taux de chômage américain ne dépassera pas les 4,2, 4,3, tout ira bien. Si la Fed revoit en hausse significativement ses anticipations de taux de chômage et justifie des baisses de taux agressives du fait de la remontée du taux de chômage, le marché action n'appréciera pas du tout. Par contre, les obligations exploseront à la hausse. Voilà donc. Et bien sûr, la Fed doit absolument confirmer une croissance autour des 2% pour le PIB réel américain. Ça, c'est la base. Si la Fed confirme ça, c'est qu'elle n'anticipe pas de récession et c'est donc qu'elle veut pivoter pour une raison saine. Et c'est ça que veut voir le marché action. Et je vous renvoie vers donc ce tableau que je vous représente à nouveau, où je vous expliquais, faut-il redouter ou voir comme favorable ce pivot de la Fed qui va avoir enfin lieu ce mercredi 18 septembre. Tout est une question d'anticipation du taux de chômage et de l'inflation aux États-Unis. Alors, taux de chômage / croissance économique et inflation. Et donc, si cette semaine, la Fed revoit en hausse ses anticipations de chômage, nous allons rentrer dans ces 2 cases, avec un impact très baissier pour les actions, du fait d'une augmentation de la probabilité d'une récession économique ou d'un scénario de stagflation. Nous ne voulons pas ni de récession économique, ni de stagflation. Et ni récession, ni stagflation. Car si c'est le cas, les actions damperont. Mais au final, regardez, qui est gagnant dans tous les cas? Les obligations. Ça, c'est bon. Alors, bien sûr, les obligations ne sont pas gagnantes s'il n'y a pas de pivot. La fin de l'inversion de la courbe des taux, alors attention. Alors de quoi parlons-nous? La fin de l'inversion de la courbe des taux, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe des taux inversée? C'est lorsque vous avez des taux courts supérieurs à des taux longs. La logique monétaire du marché du crédit, mais ça vous raisonnez par exemple par rapport à vos crédits immobiliers, crédits à la consommation, les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à court terme. Sinon, c'est qu'il y a une difficulté macroéconomique, une distorsion globale macro quelque part. Systématiquement, dans le passé, là j'ai fait donc la différence entre le 10 ans américain et le 2 ans américain, si la soustraction entre le 10 ans moins le 2 ans est négative, c'est que nous sommes en inversion de la courbe des taux, sous zéro, ça veut dire que les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Là, c'est zéro. Donc,
la courbe des taux n'est pas désinversée. Ce qui désinverserait la courbe des taux, ce qui la repentifierait, serait de voir à nouveau donc un taux à 10 ans largement supérieur et de plus en plus supérieur au taux à 2 ans. Dans le passé, dans les cas de figure du passé ici, ce fut le signal effectivement d'une récession et d'un marché action sous pression. Ce fut le cas dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas. Si indice boursier analyse technique, un point sur le S&P 500, et ensuite nous faisons un point sur le marché obligataire. Bon, alors le S&P 500, j'ai rien de plus à vous dire. Toujours pas de divergence en monthly. Moi, je vous explique que voilà, il y aura, c'est à un moment ou à un autre, ces prochains mois, peut-être d'ici fin 2025, une diff tout en haut. Et ce jour-là, je me dirais que c'est la fin, mais là, j'attends voilà, quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans le passé. En hebdo, je pense qu'on est toujours en train, alors soit on a fini la 4, soit on la construit encore, mais à la fin, je pense qu'on aura une 5. On a bien dégonflé la divergence baissière dont je vous avais parlé ici de mi-juillet. J'aurais aimé un retest des 50 avant de repartir, peut-être que ça viendra. Je ne sais pas donc si on a fini la 4 ou pas. Là, ça peut être une grande 4. Peut-être qu'on fera un triangle ou une structure en regular flat ou un zigzag. Bon, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à court terme, ça reste bullish au-dessus des 5400. Je combine ici le système Ishimoku avec l'analyse chartiste. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de 5400, c'est bullish. Si on recasse 5004, si on casse ce bottom, on redroppera violemment à la moyenne mobile à 200 jours. Donc bullish court terme au-dessus de ça, si on casse ça, on va ici. Et là, ça peut être une opportunité de se replacer sur SMA 200, comme ce fut le cas ici en octobre. Marché obligataire, j'insiste, tous les replis s'achètent. Mais j'ai tellement insisté sur le marché obligataire que je pense que vous avez des positions longues maintenant, au moins depuis le printemps dernier, même peut-être avant. Corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché. Nous avons sur les graphiques de long terme des signaux bearish sur les taux lourds, taux courts. Ça ressemble beaucoup aux signaux bearish du premier trimestre 2019. Moi, je vise 3,25 sur le 10 ans américain à horizon 6 mois. Sauf qu'entre-temps, il y aura un rebond technique. C'est toujours pareil. Il faut jongler entre les horizons de temps. Ça commence à diverger en daily. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un rebond ici. Et ensuite, tomber à 3,25. Ce qui signifie que nous pouvons avoir un petit retracement des obligations avant de reprendre la tendance haussière. Ça a bien monté, ça commence à diverger. Donc, sur l'obligation américaine à 20 ans, un retour par ici vers SMA 50 avant de repumper en direction des 110. Là aussi, vous avez les signaux très long terme archi favorables pour les obligations. Depuis cette div, ici en données mensuelles. En données hebdomadaires avec le système Ishimoku, nous allons avoir enfin un croisement de lagging span après le prix qui dépasse le nuage, venant donner le signal inverse qu'on avait donné ici début 2021. C'est pareil sur l'obligation américaine à 10 ans. C'est pareil sur le Bund allemand. Tous les retours vers SMA 50, SMA 200 s'achètent pour viser 20% de hausse de plus à horizon 6 mois, 1 an. Encore une fois, les mots, le statement, le communiqué de presse, la mise à jour des projections macroéconomiques, la conférence de presse de Powell. Et derrière, donc, nous verrons bien quel sera l'impact sur le marché action, le marché obligataire, ce que je vous débrieferai comme d'habitude chaque semaine. Merci à tous.